Bienvenue à notre émission Autrement la vie. Aujourd'hui, Autrement la vie rencontre Richard Langlois. Richard Langlois, qui est quelqu'un qui connaît bien le comté de Portneuf, mais qui est aussi et avant tout reconnu comme auteur, conférencier et formateur, suite à une expérience qu'il va partager avec nous. Bonjour Richard. Bonjour Marie. Alors, Richard, on va commencer par le premier de tes volumes, qui est ta propre histoire, qui commence par ta propre histoire, et ça se nomme Le fragile équilibre. Alors, c'est tout un titre, ça. Oui, ça c'est tout un titre. C'est aussi, mon Dieu, c'est tout un projet là, qui a mûri suite à un épisode abracadabrant de maladie ou de troubles de santé mentale que j'ai vécu il y a 11 ans environ. Quelque chose de totalement inattendu. Richard, il a une belle vie. Richard, il sait partout ce qui s'en va. Richard a un beau travail. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Jusqu'au jour où, à un moment donné, en parallèle avec une séparation qui s'en venait, donc on vivait avec des difficultés de couple, à un moment donné, il y a une maladie qui est apparue au travers de ça. En fait, ces difficultés-là, je les ai vécues pendant de nombreuses années. Puis c'est comme, c'est bon, quand on ne règle pas un problème, mais il arrive des fois où il faut que ça passe par une maladie, il faut que ça passe par un événement, une blessure ou peu importe. Moi, ça a été donc un trouble de santé mentale qui est apparu à l'âge de 36 ans et on appelait ça à l'époque la maniaco-dépression. Aujourd'hui, on emploie aussi le terme trouble bipolaire. Ça a été fulgurant. Ça a été un épisode de manie très, très intense, où je voyais des signes, par exemple, où j'ai fait déménager ma famille à l'époque de Trois-Rivières à Pont-Rouge. Et donc, j'allais à Pont-Rouge, mais pas nécessairement pour habiter Pont-Rouge, j'en allais là simplement parce que le nom de Pont-Rouge, pour moi, était stimulant pour me séparer. Alors, on était dans ma tête ailleurs, complètement ailleurs. Et c'est exactement d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc, on est arrivé un 29 de juin à Pont-Rouge. Et le 8 de juillet, j'étais chez la psychologue à Québec et puis on se séparait. Alors, c'était très intense, mais c'était une phase aussi de ce qu'on appelle de manie. J'étais pas totalement moi. Alors, c'était... les gens me regardaient et se demandaient qu'est-ce qui se passait. Bon, Richard qui voit un petit peu des signes, oui, peut-être, mais Richard, oui, il en voit aussi dans sa vie comme ça. Puis il y a des coïncidences dans sa vie régulières. Puis c'est correct. Fait que quand tu arrives comme ça à une phase maniaque, c'est un petit peu... là, les gens se posent des questions. Et puis, les gens ne savent pas nécessairement que tu es malade. Mais toi, est-ce que tu étais conscient de ce qui se passait? Aucunement. Aucunement conscient. Je n'avais jamais été sensibilisé de quelque manière que ce soit à ce type de maladie-là. Donc, moi, je fonçais là-dedans. Puis j'avais beaucoup de plaisir. Et non, plaisir à quoi? Oh mon Dieu, il y avait des signes partout. Je voulais traverser le Pont-Rouge, donc quitter une situation difficile affectivement pour retrouver la bonne personne, l'autre bord du pont. Et puis là, c'était très drôle. Il m'arrivait des situations, par exemple, où, oui, je pourrais partir faire un beau voyage, puis aller rencontrer ma première petite blonde qui était une Suédoise. Puis là, tu t'en vas à l'agence de voyage Émotion à Pont-Rouge. Oh mon Dieu. Ah oui, encore un signe. Alors oui, c'est ça. J'étais très, très embarqué là-dedans. Puis en plus, c'est que ma première petite blonde suédoise, elle s'appelait Katharina. Donc, un des villages voisins de Pont-Rouge, c'est Sainte-Catherine. Alors là, je me suis laissé comme embarquer. Puis là, j'ai dit, coudonc, c'est probablement elle. Mm-hmm. Elle a 4 enfants, un bon mari, une belle vie. Mais non, c'est sûrement elle. Fait qu'on va à l'agence de voyage pour acheter des billets d'avion. Finalement, j'ai reporté l'achat en raison d'une recommandation de la dame qui m'avait accueilli à l'agence de voyage, mais elle avait peut-être détecté quelque chose elle aussi. Hein? Alors, c'est ça. Donc, c'était actif et un peu comme avec le début où je vous parle présentement, tout allait vite. C'était rapide. Tu sentais comme une espèce de précipitation? Précipitation, je ne sais pas si on peut dire précipitation. C'était plutôt comme une aventure. Je le vivais un peu comme une aventure. C'était exaltant. C'était très, très exaltant. C'était un peu comme si je m'en allais découvrir un monde.
cette phase-là était magique pour moi. Puis en même temps, par exemple, d'étudier ou de travailler avec une phase comme celle-là, j'avais pas beaucoup de misère. J'étais même très performant, au-delà de ce qu'une personne peut faire habituellement. Ce qui est un petit peu paradoxal quand on pense à ce type de maladie-là, surtout en phase maniaque, c'est que généralement, la personne elle est plus performante que la grande moyenne des gens. Alors, c'était comme ça que je le vivais aussi, jusqu'à temps où, à un moment donné, je me suis mis à basculer vers un état plus psychotique. Donc, où là, quand on parle de psychose, on est moins là, comme on dit, on est dans un autre monde. Et donc, je m'en allais tranquillement, pas vite, vers une espèce de paradis là, où je devais trouver l'amour. Un peu l'autre bord du pont à Pont-Rouge, où je devais trouver l'amour. Et puis, je me suis retrouvé finalement avec une demande de mon patron à Montréal. Il m'a demandé simplement d'aller du côté de Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour un événement là-bas avec le ministère de l'Éducation. Et puis, je me suis prêté à ce jeu-là. Mais pour moi, aller à Moncton, c'était pas vraiment pour ce travail-là, c'était pour découvrir les nouveaux signes qui allaient arriver. Et là, vraiment, j'étais embarqué dans un épisode où je m'en allais directement au paradis avec tout ce qui va avec. Alors, ça a été des nuits blanches, ça a été des aventures le long de l'autoroute, ça a été des hallucinations, par exemple, où on voit un soleil danser, où on voit des oiseaux avec des halos rouges, des halos bleus, tout ce qui est plus fascinant au monde. On imagine que ça prend de la drogue pour ça, mais il n'y en avait pas de drogue. Mais c'était comme ça aussi. Et ce que je dis souvent aux gens, on va dire à la blague, c'est que s'il n'y avait pas de phase dépressive qui suivait ça, je vous le souhaiterais, je te le souhaiterais à toi, Marie, de vivre ces choses-là. C'est bien sûr, c'est magique, c'est totalement magique. Alors, donc, je me suis retrouvé arrêté par la police, l'ambulance là-bas, et puis là, on m'amène à l'hôpital à Moncton, et puis graduellement, c'est mon frère et mon beau-frère, je m'excuse, qui était médecin à l'époque à l'hôpital Saint-Joseph à Trois-Rivières qui m'ont ramené à Québec. Et puis, comme lui était branché sur tout comment fonctionne le système, il a cherché partout dans la région, il fait des téléphones pour savoir où est-ce qu'il y avait une place en psychiatrie. T'sais. Alors, je me suis retrouvé à l'hôpital Saint-François d'Assise, comme ça, à Québec. Et puis, bon, on continue de la route à partir de cet endroit-là. Mais là, on est en psychose. Et puis là, il y a des médicaments qui arrivent. On appelle ça des antipsychotiques. Et là, ça va prendre 3 jours environ pour revenir sur la Terre. C'est très... là, je vous en parle, puis on est un peu dedans. Quand on se distance de la maladie, on regarde ça. C'est donc bien fascinant, une psychose. C'est fascinant parce que le contenu d'une psychose, c'est toujours quelque chose de logique. Même si, pour nous qui regardons une autre personne qui est en psychose, on se dit, mais voyons donc, où est-ce qu'elle est rendue? T'sais? Justement, elle est rendue dans un autre monde, mais c'est logique dans sa tête. Mais c'est logique peut-être par rapport à son histoire. Et voilà, logique par rapport à son histoire, logique par rapport à son éducation, peut-être logique par rapport à un événement de vie qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps, par exemple. Il y a un homme à Québec et il y a un organisme à Québec qui s'appelle La Boussole qui avait fait un document sur cet homme-là et à partir d'un article qui avait été diffusé dans le Soleil de Québec. Et on l'appelait... c'était un homme qui parlait aux autos sur la rue Saint-Jean. Et puis il y avait une jeune journaliste qui s'est questionnée. Puis finalement, on a fait des recherches avec l'organisme pour découvrir que cet homme-là jasait avec les voitures, probablement parce qu'il avait perdu et sa femme et un enfant dans un accident de voiture. OK? Alors, on peut voir avec ces éléments-là qu'effectivement, il y a toujours des éléments, ce sont des événements, c'est un élément de l'éducation, ou plusieurs, par exemple, qui sont présents et qui font en sorte qu'on peut développer ce genre-là. Ceci étant dit, pour les gens qui ont un diagnostic de trouble bipolaire, on va dire qu'il y a environ 15% des gens qui sont bipolaires, environ, qui vont faire un épisode psychotique. Alors, ça nous donne une petite proportion. Mais des fois, on s'imagine que les psychotiques, c'est des toxicomanes automatiquement. C'est pas vrai du tout. On a aussi des gens schizophrènes aussi qui vont faire, évidemment, on va identifier souvent la psychose avec la schizophrénie aussi.
Mais là, il doit quand même avoir eu un élément déclencheur quelque part. Ça vient pas si tout d'un coup, tout roule, tout baigne dans l'huile dans ta vie, il y a un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur dans ce cas-là qui est la séparation que j'envisageais. Donc, c'est pour ça que je voulais quitter donc une situation à Pont-Rouge pour traverser le pont et puis retrouver la bonne personne de l'autre côté. Alors, c'était vraiment là une situation affective pour moi qui était, je vous dirais, malsaine depuis de nombreuses années. Donc, tu le savais quelque part. Ben, je savais quelque part qu'il allait se produire un jour quelque chose. C'était soit à moi de prendre une décision ou encore à mon corps de récupérer la situation puis de me la faire prendre. Alors, Hey, c'est dur, ça. ça, c'est dur. Quand on est capable de prendre nos décisions, quand on sent bien prendre nos décisions, même si c'est dur, puis c'est dur au niveau des émotions, une fois que les décisions sont prises, mon Dieu, qu'on peut respirer. Hein? Mais moi, j'ai retenu mon souffle pendant plusieurs années, puis c'est ce qui est arrivé. Mais ça a quand même été bénéfique au bout du compte, et pour toi, et pour les gens qui ont pu avoir entre leurs mains, et maintenant qui est sur le marché, ce livre, Le fragile équilibre. Parce que quand même, tout ce qui est euh, maladie mentale, maniaco-dépression, etc., je veux dire, ça reste quand même un sujet très tabou dont on n'aime pas beaucoup parler. Puis il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages en français non plus. Non, pas du tout. Tout d'abord, pour ce qui est des préjugés, effectivement, c'est encore très présent. Je vous dirais qu'il y a des milieux où c'est mieux que d'autres, mais il faut tout d'abord travailler, je pense, nos milieux même de la santé. Je pense qu'il faut travailler de ce côté-là. Puis je pense qu'il faut s'activer beaucoup, beaucoup au niveau de la démystification. Alors, démystification, prévention en santé mentale, mais démystification de façon à connaître, à savoir. Je regarde, par exemple, nos milieux de travail. Euh, on commence à être sensibilisé un petit peu, mais ce qui arrive quand on vit avec des personnes, par exemple, qui ont des troubles de santé mentale en milieu de travail, c'est qu'on est en plein conflit de valeurs. Quand on est dans nos milieux de travail, on pense à la performance, hein? On pense à la rapidité. Bon, à être bien heureux, mais il faut que ça avance. Mais quand on pense aux troubles de santé mentale, puis on regarde les valeurs qui s'opposent, bien là, on voit c'est peut-être un petit peu contre-performance, c'est plus lent ou lenteur, c'est patience. Alors, c'est pas surprenant, ça fait mal la maladie mentale. Ça fait mal la maladie mentale. Mais en plus, il y a le mot mental. Mais le mot mental, ben, il est souvent lié à nos vieilles institutions. À Robert Giffard ou à Saint-Michel-Archange à l'époque, à Saint-Jean-de-Dieu à Montréal, qui est devenu Louis H. Lafontaine, à l'hôpital Douglas, etc. Euh, c'est encore ces images. Puis même physiquement, quand on se promène, moi j'habite Beauport, la région de Beauport, puis quand je me promène alentour de Robert Giffard, puis je vois ces grands bâtiments-là, je me dis, mon Dieu, ça n'a aucun bon sens. Il ne devrait plus avoir un seul individu là-dedans. Pas Mais compliqué. est-ce qu'en fait, les gens associent maladie mentale et folie? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à l'époque, antérieurement, puis je relève peut-être un volume qui est sorti très dernièrement, là, qui s'appelle Une toupie dans la tête, où c'est deux chercheurs, une de l'Université de Hearst en Ontario, puis l'autre de l'Université d'Ottawa. Ils sont allés fouiner dans les archives de Saint-Jean-de-Dieu, mais là, on parle dans les années 1850 jusqu'à 1925 à peu près. Puis là, on peut lire des suivis de correspondance, et là, on s'aperçoit, dès que quelqu'un avait un comportement dit ou apparemment anormal, on envoie le conjoint ou la conjointe, par exemple, directement à l'asile. Elle n'a pas, comme on appelait ça, l'asile. Alors, on part de loin, là. Et là, on ne parle même plus de troubles de santé mentale. On parle de situation de vie où l'autre, ça ne va pas bien. T'sais. Non, let's go, on l'envoie directement à l'asile. C'est très... l'histoire est particulière. La sauce est consistante, je trouve. Mais c'est toujours ça qui revient. Et donc, il y a des stigmas qui sont liés à des mots particuliers. C'est pour ça qu'il faut... Des fois, on a de la misère parce que dès qu'on a le mot mental, trouble de santé mentale, maladie mentale, là, à un moment donné, on veut bien prendre d'autres mots, mais ces autres mots-là vont aussi avoir leur lot de préjugés, étiquettes et de stigmas qui vont être attachés aussi. C'est certain. Mais finalement, est-ce qu'on n'en souffre pas un peu tous, je veux dire, de troubles de maladie mentale, je veux dire, à un degré plus ou moins fort ou plus ou moins faible? Parce que quand on voit le monde où il va, là, tu peux pas te dire, bon, on est tous atteints, là. Ouais.
Là, à ce moment-là, c'est plus individu, à mon sens. C'est peut-être un trouble de santé mentale sociale. Hein, c'est un peu comme ça que je le verrais. Si on parle, par exemple, de notre façon de conduire, moi, je trouve que notre façon de conduire sur la route est très symptomatique de ce qui se passe en termes de société. Et je dis, bon, Yann, il y a tellement à faire en termes de, regarde, on peut-tu vivre pour une communauté, avec une communauté, pour une société? Donc, quand je suis sur la route, de respecter les gens qui sont en avant de moi, en arrière de moi, les personnes âgées qui sont sur la route, ainsi de suite. Je me dis, mais où est-ce qu'on est rendu, ça? Puis, et je vous jure, je veux pas être plate, là, mais la grande région de Québec, je me promène pas mal partout dans la province, mais je pense qu'on est rendu numéro 1 dans la délinquance sur la route. Je trouve ça bien triste, mais vraiment très triste. Mais là, on est dans un autre monde là, pour moi, là, à ce moment-là. Mais là, tu parlais tout à l'heure de respecter les autres autour de soi, mais je veux dire, si on ne se respecte pas soi-même en tant qu'individu d'abord, comment peut-on respecter les autres? Alors ça, c'est clair. Ça, c'est bien clair. Ça, c'est un élément. Puis, mais il va falloir retourner beaucoup plus loin. Il va falloir retourner à l'enfance. Il va falloir retourner pratiquement au sein de la mère. Parce que c'est là que tout commence, c'est là que tout débute. Et puis, à un moment donné, là, présentement, on assiste à beaucoup de conflits entre des parents et des enseignants dans les classes du primaire. Là, on est en plein conflit de valeurs, on surprotège nos enfants. En surprotégeant nos enfants, bien, ils ne deviennent plus armés pour faire face aux problèmes dans la vie après. Alors, c'est lourd, c'est dur, mais il faut comprendre comment tout ça fonctionne pour faire en sorte que nos enfants, à un moment donné, puis que nous-mêmes, comme adultes, qu'on puisse prendre une maturité, puis faire face aux grandes difficultés de la vie qui vont arriver, qui arrivent. Puis on ne peut pas faire autrement. On est des êtres humains qui vivent dans une nature. Ça, notre rapport à la nature, c'est un autre élément, ça aussi, qu'on pourrait définitivement développer. Pour en revenir aux propos, justement, de ce que tu as vécu, des troubles de maladie mentale, euh, après ce livre-là, qui était ton histoire, où tu décrivais un petit peu tout ce qui était plus le côté médical, toi, est-ce que tu t'es beaucoup documenté pour ça ou est-ce que c'est vraiment tu as fait ça après ou bien c'est au fur et à mesure? C'est au fur et à mesure. C'est sûr que le fragile équilibre, tout d'abord, mais c'est un lecteur, une lectrice qui m'accompagne dans un cerveau, un peu comme pour un voyage organisé. C'est pas vraiment le voyage qu'on attend, là, mais Pas dans le sud? mais c'est plutôt fascinant, par exemple. La partie plus informative là-dedans, effectivement, c'est une partie documentée, mais effectivement, j'ai beaucoup de ressources un petit peu alentour de moi. Pour moi, il y avait un principe de base là-dedans qui était, il faut présenter une information vulgarisée, simplifiée. Malheureusement, surtout dans les domaines des troubles de santé mentale, on voit beaucoup d'informations très scientifiques, très peu accessibles au public. Alors, je pense que celui-là, ça a été une belle réussite par ce fait-là. Parce que l'information, elle est simple, elle est vulgarisée. Puis en plus, on a un témoignage avec lequel on peut bâtir une image, puis commencer à concevoir à quoi ça peut ressembler une personne en phase maniaque, une personne en psychose, une personne en dépression. Puis voir un peu à quoi ça peut ressembler un rétablissement, puis se donner des pistes sur lesquelles on peut travailler pour se rebâtir. Hein? Puis ça a été ça. Puis la suite nous amène jusqu'à une histoire d'amour totalement inattendue à l'île aux grues, là, tout près de Montmagny. Mais c'est aussi une réalité. On pense toujours à ce qui est difficile, on pense toujours aux échecs, aux grandes difficultés, c'est correct. Mais on peut vivre de très belles choses. Ma blonde me dit souvent, si tu n'avais pas été malade, finalement, on ne se serait jamais rencontrés. Mais oui, c'est comme toujours la face visible de l'iceberg. Le 7/8 de bénéfices sont sous l'eau. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, donc, ça a été une belle histoire qui continue encore aujourd'hui parce que c'est quand même un livre qui est très actuel. On le sortirait demain matin, puis il n'y a pas de date à ça. On va lire ce livre-là dans 20 ans, puis il va être encore à jour. C'est pas un problème. Donc, ça devient une référence dans le milieu, d'autant plus que très peu d'informations ou d'autres ressources de ce type-là qui sont disponibles. Il est complet, mais seulement toi, tu as ressenti le besoin d'en écrire un deuxième qui s'intitule Ces mots qui dérangent. Ça veut dire qu'il y avait quand même une incomplétude quelque part. Il y avait un volet qui manquait à ce livre-là. Bien, c'est
pas nécessairement un volet qui manquait. Je pense que c'est davantage le fait que bon, on avance dans la vie, on évolue, on s'implique socialement, on côtoie, on rencontre des gens avec des nouvelles situations qui apparaissent en cours de route. Puis, dans celui-là, j'ai voulu aussi aborder l'aspect social. Je voyais, tu sais, on dit tout le temps, ah, toi, tu as un trouble bipolaire, c'est bon, toi, tu as une dépression, toi, tu as un trouble de personnalité limite. Étiquetage. Étiquetage. Eh, mon Dieu, étiquetage, mettez-en. Mais toujours est-il, bon, on s'installe, puis on fait ce qu'on peut pour se rétablir, puis pour se relancer dans la vie avec les limites qu'on a, s'il y a des nouvelles limites. Mais c'est pas tout le monde qui en a nécessairement, mais il y en a plusieurs qui en ont. Quand on regarde globalement sur la planète, ben là, ça remet les choses en perspective. Les troubles de santé mentale, là, il y en a partout. Alors, tu fouilles un petit peu, tu vas voir ce qui se passe au Japon. Hein? Pire taux de suicide sur la planète, le Japon. Deuxième, la Finlande. Troisième, le Québec. Bon, on est là. Mais il n'y a pas juste le suicide. T'sais. La dépression, par exemple, en Chine, c'est quoi? On parle d'industrialisation en Chine, et puis là, les problèmes d'environnement qui vont devenir magistraux, je vous le promets. Et là apparaît la dépression comme ils n'ont jamais vu là-bas. Bon, alors, à un moment donné, tu vois toute la dimension sociale, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive là? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, il y a 200 ans, là, c'était quoi les troubles de santé mentale? T'sais? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est lié à nos modes de vie, par exemple, à l'industrialisation, au fait que notre rapport avec la nature, qu'on l'a quelque part brisé. L'alimentation. Et ça fait partie du rapport à la nature pour moi. Alors, pour moi, ce sont des belles questions. Et si on veut un jour travailler en mode prévention, puis revoir tout ça, avec des valeurs, avec des convictions, avec une spiritualité quelque part, je me dis, va falloir qu'on aille fouiller. Il va falloir qu'on aille fouiller pour voir justement comment est-ce que dans une vie, on peut cultiver à tout moment de la vie une saine santé mentale. Alors, par exemple, l'éducation, de remettre un peu tout ce qu'on fait en termes d'éducation, je ne parle pas d'instruction, en termes d'éducation, pour qu'effectivement, on se dise, ah, OK, oui, c'est vrai, ça, c'est des pistes, ça, c'est intéressant, mais qu'on se le dise, puis qu'on se le partage. C'est simple comme ça. Puis qu'à un moment donné, que nos hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes isolés, malheureusement encore, sortent de la coquille, qu'on sorte la tête du sable, puis qu'on se dise, oui, j'ai le droit d'avoir un trouble, oui, j'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit d'avoir des émotions, parce que là, je hurle en dedans, plutôt que d'aller se perdre dans un garde-robe. Ça fait partie de l'éducation, ça aussi. Alors, on a beaucoup de chemin à faire, mais alors ce livre-là aborde ces éléments-là. Il apporte beaucoup d'éléments aussi au niveau du rétablissement en santé mentale, parce que pour moi, c'est tellement important. Puis il y a tellement de facteurs qui font qu'on vit une situation gagnante ou non. Hein? On peut se renfermer sur une question génétique ou sur une question d'éducation, mais on peut s'éveiller sur le partage avec d'autres personnes qui vivent un peu les mêmes choses que nous pour se relancer, justement. Puis il y a tout le temps la dimension aussi, par exemple, spirituelle. Là. Des fois, je parle des disparus signifiants. On oublie ça. Ben oui, mais je l'aimais. Moi, c'est quoi que tu aimais de cette personne-là? Ben oui, regarde, c'est parce que c'était une fonceuse. Puis quand il y avait un coup dur, là, il se relevait, puis il fonçait. Ben, je suis en train de vivre un coup dur, puis ouais, finalement, cette personne m'inspire. Ben oui, mais elle disparu, mais il faudrait peut-être penser à ça. Ça c'est un de ces éléments-là. Il y en a plusieurs éléments. Puis un des éléments clés qui arrivera en cours de route, c'est la réintégration au travail ou aux études. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit voir parce que dans notre confiance, dans notre estime de soi, dans le fait de s'accomplir comme personne, bien évidemment, le travail ou les études, c'est quelque chose qui est très, très présent aussi. Alors, on va avoir un beau travail à faire ensemble, de ce côté-là, du côté d'être présent dans les milieux de travail, puis de tenter de monter des stratégies qui vont faire en sorte qu'effectivement, qu'on n'aura pas peur d'en parler, qu'on n'aura pas honte de ça. T'sais. Moi, je dis, on essaie de trouver à un moment donné, une façon de dire, de qualifier on est des usagers, des utilisateurs de services, j'ai de la misère, j'ai mal quand j'entends ça.
Puis cette semaine, je déjeunais avec une infirmière, puis je la regarde, je dis, hey, on devrait tous s'appeler des cerveaux actifs. Fait que si on est tous des cerveaux actifs, c'est qu'on va avoir des personnes qui ont des diagnostics, mais on va avoir aussi des responsables d'organismes. On va avoir des infirmières qui vont être des cerveaux actifs, puis on va avoir des directeurs d'entreprise aussi qui vont l'être. On va tous être un peu sur la même. Mais en fait, je veux dire, toi, tu t'es trouvé. Est-ce que c'était le détonateur de ta mission de vie quelque part? Parce que C'est sûr. Oui, c'est certain. J'ai une formation en enseignement au primaire, j'ai une formation en récréologie, j'ai une formation en théologie même. Puis on dit que ça prenait un événement pour mettre de la substance dans tout ça. Puis pour faire du vécu. oui, du vécu, pour faire décoller, effectivement. Puis quand on est loin de l'hôpital, on va dire oui, puis on va sourire. Mais je regarde en avril dernier, quand, après 10 ans, je me suis retrouvé à faire une rechute totalement inattendue. Là, c'est une autre histoire. Hein? Quand on est à l'hôpital, puis qu'on est triste, puis qu'on n'est pas bien, puis qu'on n'est pas bien pendant quelques mois, ben là, est-ce que ça fait partie de ma mission de vie? Oui, on remet tout en question encore. Là, c'est ça, mais à partir du moment où on se remet à mieux filer, on peut dire... oui, ça fait partie de ma mission de vie. C'est peut-être la base d'un 3e volume, puis peut-être quelque chose sur la résilience, puis ainsi de suite, là, peut-être. Ce sera peut-être comme ça, mais ce sera surtout beaucoup de substances pour des conférences puis des formations, par exemple. Alors, on va peut-être parler justement des références qu'il y a ici et dans la région et dans la grande région de Québec. Oui. Ici, dans Port-Neuf, évidemment, on a un organisme majeur. Il ne faut pas hésiter. Soit on a une personne qui souffre, on a quelqu'un qui souffre autour de nous, on est un proche, un parent. Il ne faut pas hésiter à contacter l'Arc-en-Ciel. Alors, ça, pour moi, c'est un organisme, puis en plus, je dirais, qui est mature à quelque part, qui est très impliqué dans son milieu, qui connaît son milieu. Alors, il ne faut pas hésiter une minute de téléphoner à l'Arc-en-Ciel. On va d'ailleurs avoir les numéros de téléphone à l'écran. Oui, c'est correct. Et par ailleurs, je mentionnerai un autre organisme qui est l'organisme Revivre, alors qui est l'ancienne association des dépressifs et maniaco-dépressifs. Revivre, c'est aussi Guy Latraverse, c'est François Massicotte, c'est Steph Choc. Alors, ce sont des gens qui, comme ça, sortent de leur coquille pour s'impliquer aussi socialement. Et donc, Revivre, c'est un site Internet qui est le www.revive.org avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations sur le trouble bipolaire, sur la dépression, sur les troubles anxieux. C'est une ligne d'écoute téléphonique. Alors, c'est un bel organisme qui rayonne partout dans la province et qui peut aussi des fois référer, même dans la région, certains organismes si on a des demandes de façon un petit peu plus pointue. En tout cas, Richard, on est arrivé au terme de notre entrevue. Je te remercie énormément. Ben, je veux dire, je ne sais pas si ça prend du courage de faire ce genre de choses, que d'être un porte-parole pour un vécu comme celui-là. Mais en tout cas, je te remercie au nom de nos téléspectateurs et au niveau de la communauté. Merci beaucoup. T'es bien fine, Marie. On est quelques-uns, on est quelques-unes maintenant à se promener un petit peu partout dans la province et ailleurs. On se sent un petit peu moins seul. Puis je pense qu'on va voir les gens de plus en plus là, sortir de leur coquille. Il ne faut pas avoir peur, surtout pas avoir peur. Et on retrouve la lumière dans les yeux. Merci, Richard. Merci, Marie.